Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces des chevaliers, qui au sens littéral est un combattant à cheval. Mais le titre de chevalier est aussi un titre honorifique militaire donné par un monarque ou un autre chef politique en récompense des services rendus. Au Moyen Âge, en Europe, la chevalerie était constituée de guerriers à cheval, mais aussi de chevaleresques, c'est-à-dire de femmes ayant pris les armes pour défendre des causes précises. On peut citer Bertrand du Guesclin, le Prince Noir, Godefroy de Bouillon ou encore le Cid comme les chevaliers fidèles. Vous voulez en connaître plus sur les chevaliers? Venez avec moi. Au Moyen Âge, les super-héros, ce sont les chevaliers. Une dame est en détresse, ils s'empressent de venir la secourir, tel le chevalier Bayard qui sauve du déshonneur la femme d'un gentilhomme au siège de Brescia en Italie. Les infidèles s'emparent de Jérusalem. Godefroy de Bouillon et ses compagnons croisés partent libérer le tombeau du Christ. Le roi Philippe Auguste manque de perdre la vie sur le champ de bataille. Aussitôt, Guillaume des Barres, illustre chevalier, sort son épée et le sauve en pleine bataille de Bouvines en 1214. 1000 ans plus tard, il continue de fasciner. On ne compte plus les adaptations en films, en livres ou en jeux vidéo qui leur sont consacrés. Les valeurs d'honneur et de loyauté qu'ils défendent, comme leur haut fait d'armes guerriers, expliquent en partie l'intérêt qu'ils continuent à susciter. Mais les chevaliers ne se résignent pas à ces exploits entrés dans la légende, ni aux récits romancés d'amour courtois et de combats véhiculés par la littérature ou le cinéma. La chevalerie est une réalité, une organisation complexe qui a joué un rôle politique et social fondamental au Moyen Âge. C'est au début du XIe siècle que les chevaliers commencent à former une corporation. Le combat à cheval existe depuis longtemps. Chez les Romains, on trouve déjà des cavaliers émérites et en Asie centrale, les cataphractaires, avec leurs lourdes cottes de mailles qui protègent même la monture, font figure d'ancêtres de nos chevaliers. Au 7e siècle, l'étrier utilisé depuis longtemps en Asie arrive en Europe. Les cavaliers vont pouvoir combattre sur leur monture sans finir immanquablement à terre. Une autre innovation technique joue un rôle majeur dans l'essor de la chevalerie, la lance, qui vient compléter le lourd équipement, l'écu, le haubert, la cotte de maille intégrale, le aume, le grand casque enveloppant toute la tête et l'épée. Avec elle apparaît une nouvelle technique d'assaut, la charge à la lance horizontale. Grâce à elle, les combattants à cheval désarçonnent leurs adversaires lors d'attaques collectives afin de disloquer les lignes adverses. Initiée par les Normands, cette pratique s'impose sur les champs de bataille. Au XIIe siècle, or c'est l'unique technique exclusivement chevaleresque, explique le médiéviste Jean Flory dans son ouvrage Chevalier et chevalerie au Moyen Âge. Enfin, à cette époque, le pouvoir central décline fortement et les guerres se font de plus en plus locales. Ce qui compte, c'est de pouvoir intervenir rapidement. À ce petit jeu, l'avantage stratégique que confèrent les chevaliers se relève vite très essentiel. Les mutations qui bouleversent alors la société médiévale vont aussi jouer un rôle dans l'émergence et l'avènement de la chevalerie. L'an 1000 marque le triomphe du système féodal qui apparaît entre la Loire et la Meuse à la suite du déclin des pouvoirs royaux et centraux, en l'occurrence l'Empire carolingien. Sur ces ruines, en l'absence de toute autorité publique, émerge la féodalité, un ordre social fondé sur les liens d'homme à homme. Il combine en fait l'existence d'un système seigneurial, installé depuis la fin de l'Empire romain lorsque l'aristocratie s'est partagé les terres, et le régime vassalique instauré sous les Mérovingiens. Les hommes libres se placent au service d'un puissant en échange de sa protection. C'est ce que vont faire les chevaliers, devenir le vassau d'un seigneur ayant besoin de soldats professionnels pour les aider à maintenir l'ordre et à protéger les habitants des attaques en ces temps troublés. Le tout en échange d'une solde ou de terres. Ils vont devenir un élément clé du système féodal. À part Jeanne d'Arc, pas facile de trouver un exemple de femme ayant porté l'armure, tant les chevaleresques ont été relégués aux oubliettes de l'histoire. Pourtant, entre le XIIe et le XVe siècle, plusieurs nobles dames ont troqué le voile pour le haume. Certaines ont participé aux croisades, comme le relatent les chroniqueurs de l'époque. En 1097, Florine de Bourgogne, vêtue d'une armure, prend la route de Jérusalem avec son mari Sven. Ensemble, ils mènent 1500 chevaliers. Florine combat jusqu'à son dernier souffle lorsque le convoi est attaqué. Autre cas, celui de Marguerite de Beverley.
En 1187, elle arrive à Jérusalem et se bat pendant 2 semaines. Bien que femme, j'avais l'apparence d'un guerrier, je portais une arme. Certaines intègrent même des ordres de chevalerie. En Catalogne, l'ordre de la hache est fondé en 1149 en l'honneur des femmes qui ont pris part à la défense de la ville de Tortosa contre les Maures. Un siècle plus tard, en Italie, l'ordre de la glorieuse Sainte Marie, réservé aux femmes nobles, est créé à son tour. Quelques femmes jouent carrément les chefs de guerre, le plus souvent en raison de la mort ou de la captivité de leur mari. Jeanne de Montfort prend ainsi le commandement de l'armée de Bretagne lorsque son époux est fait prisonnier dans la guerre de succession de Bretagne. En habile stratège, elle repousse les attaques lors du siège d'Annebon en 1342. Toujours au tournant du millénaire, la société se divise progressivement en 3 ordres, ceux qui combattent, ceux qui prient et ceux qui travaillent, c'est-à-dire les paysans. Dans les textes des chroniques de l'époque apparaît de plus en plus fréquemment le terme de miles, milites au pluriel, désignant les guerriers et donc les chevaliers. Cette division, d'abord théorique, se traduit sur le plan matériel. Dans la seigneurie, les paysans sont soumis à des taxes, tandis que les chevaliers en sont exemptés. C'est un signe qui ne trompe pas, il fait partie d'une élite guerrière qui domine de plus en plus la société. Progressivement d'ailleurs, la chevalerie va se confondre avec la noblesse au XIIIe siècle. La fusion est totale, puisque seuls les fils de nobles peuvent désormais être adoubés. Dès le XIe siècle, l'Église influence grandement la chevalerie. Non seulement elle sacralise la cérémonie de l'adoubement, mais elle fait surtout évoluer la mission des chevaliers, en faisant d'eux des milites Christi, des guerriers de Dieu. C'est le début de l'ère des croisades, entre 1095 et 1271, et des départs massifs de chevaliers vers Jérusalem et l'Orient afin de lutter contre les infidèles. Un phénomène qui renforce le prestige de ces combattants divins et fait évoluer la cause qu'ils défendent. Mais cependant, les chevaliers n'agissent pas dans l'ombre. Bien au contraire, ce qu'ils recherchent, c'est la gloire, la lumière, les honneurs. La chevalerie est le meilleur moyen de devenir quelqu'un de connu. Prenez Bertrand du Guesclin, l'un des plus grands chevaliers du Moyen-Âge. Né en 1320 dans une famille de la petite noblesse bretonne. Laid comme un pou, il n'avait pas franchement toutes les cartes en main pour entrer dans l'histoire. Mais à force d'enchaîner les exploits sur le champ de bataille lors de la guerre de Cent Ans et celle de succession de Bretagne, il s'est rendu indispensable au roi de France, qui est le noble connétable de France. Honneur suprême en 1380, du Guesclin sera enterré à Saint-Denis, aux côtés des souverains dans la basilique royale. Rien d'étonnant à ce que de pareils destins suscitent l'admiration et fascination. Comme tous les héros, les chevaliers deviennent des idoles et des modèles à suivre. Cette célébrité se retrouve dans les chansons de gestes entonnées par les troubadours ou dans les romans courtois qui apparaissent vers le XIIe siècle. Dans ces textes, à la gloire des chevaliers, on leur loue leurs vertus, loyauté, honneur, prouesse, bravoure. On raconte les déchirements de leurs amours avec de gentes dames, leurs folles aventures comme la quête du Graal des chevaliers légendaires de la table ronde. Le mythe de la chevalerie est en train de s'écrire. Mais alors que la chevalerie semble dominer le monde, son déclin s'amorce à la fin du XIIIe siècle. À cette époque, le renforcement de l'autorité de l'État sur les royaumes européens met à mal le système féodal. Dès lors, le nombre d'adoubements diminue, indiquant que l'institution militaire est en perte de vitesse. Surtout, les chevaliers n'ont plus la suprématie lors des affrontements sur le champ de bataille. La bataille de Crécy en 1346 qui voit la victoire des Anglais grâce à leurs archers face aux Français ou celle d'Azincourt en 1415 qui se solde aussi par une défaite de la chevalerie française sont emblématiques des changements dans l'art de combattre. L'apparition des armes à feu et des boulets de canon achève de reléguer la chevalerie au second rang. Fils d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion est l'image même du parfait chevalier. Selon les chroniqueurs et les fictions, Ivanhoé, Robin des Bois, il en a toutes les qualités. Il écrit de la poésie, compose de la musique et surtout manie l'épée comme personne. Il passe son temps à guerroyer contre son père d'abord, qui tarde à le désigner comme successeur. Contre les infidèles ensuite, lors de la troisième croisade, puisqu'à peine sacré roi d'Angleterre en 1189, il part pour Jérusalem tombé aux mains de Saladin. En rentrant, il se fait capturer près de Vienne en 1192.
Libéré 2 ans plus tard, Richard doit retourner en Angleterre, car son frère tente de lui ravir la couronne. Mais Richard doit reconquérir un à un les bastions perdus en France. Il repart à la guerre pour défendre sa Normandie. Il fait bâtir la citadelle de Château-Gaillard, où il gagne le surnom de Richard Cœur de Lion, à force de bravoure, battant par exemple plusieurs fois Philippe Auguste, roi de France. Alors qu'il assiège Chalus, le roi chevalier est touché par un carreau d'arbalète, une arme jugée déshonorante par les chevaliers. Il meurt le 6 avril 1199. Comme on l'a vu, la chevalerie désigne à la fois un groupe social constitué de chevaliers ainsi qu'une minorité de chevaleresques, et un ensemble de codes de conduite informels destinés à encadrer une vie idéale. La chevalerie est un phénomène culturel et militaire d'origine médiévale, dont les racines remontent pour l'Occident au XIe siècle. Son apogée se trouve entre le XIIe et le XVe siècle, époque de développement des ordres militaires et des croisades. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.